messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement du projet d'amélioration des bidonvilles et du développement urbain intégré dans la zone de Djala-Boulon. Et enfin, dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire prête pour donner le coup d'envoi de la plus grande CAN de l'histoire. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le directeur général de la LESCO, le docteur Mohamed Ould Ammar, poursuit sa mission officielle en République de Djibouti. Après avoir été reçu par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et décoré par le Premier ministre. Eh bien, c'est le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a offert au directeur général et à sa délégation une visite guidée à l'école bilingue et technologique, puis à l'école d'excellence. Cette visite a commencé à l'école bilingue et technologique où le directeur général de la LESCO et sa délégation ont été accueillis avec enthousiasme par le directeur de l'établissement ainsi que par les élèves. Les membres de la délégation ont suivi une présentation déroulée par le directeur adjoint de l'école bilingue et technologique qui garantit une éducation de qualité renforcée par un trilinguisme offrant à l'apprenant des avantages réels sur le plan individuel, social et économique dont les missions consistent à former des citoyens capables de communiquer avec aisance dans les langues que sont le français, l'arabe et l'anglais, de surcroît ayant des compétences confirmées dans le domaine de la technologie moderne. Eh bien, après un échange très instructif entre les membres de la délégation et l'équipe pédagogique de l'école, les hôtes du jour ont été conduits dans des salles de classe où les élèves ont présenté des activités éducatives qui ont permis aux membres de la délégation de mieux comprendre les spécificités de l'école bilingue et technologie. Après la visite de l'école bilingue et technologique, le directeur général de l'ALESCO, Dr Mohamed Ould Ammar, et sa délégation, accompagnés par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, ainsi par de hauts responsables du MELFOP, se sont rendus à l'école d'excellence, où un accueil chaleureux leur a été réservé par le proviseur de l'établissement et de ses équipes pédagogiques et administratives. Après une brève présentation sur les missions et le long schéma parcouru par l'établissement en si peu de temps depuis son inauguration par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en 2017, la délégation a visité les salles de classe dotées d'équipements et de matériel de dernière génération. Le directeur général de l'ALESCO et sa délégation ont fait des longues haltes dans les salles spécialisées comme les salles robotiques, les classes intelligentes, les laboratoires dédiés aux sciences et aux langues, les salles multimédia dont ils ont découvert les conditions de travail optimales offertes aux élèves. Enchantés et agréablement surpris par l'émission de cet établissement d'exception de grand standing, le directeur général d'Alesco a partagé son enthousiasme à longue changer avec l'équipe pédagogique ainsi qu'avec les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, dont il fut impressionné par leur niveau de leur culture générale, l'aisance avec qu'ils exprimaient. Le directeur général de l'ALESCO s'est dit très heureux de la visite de l'école Excellence, qui est le symbole de la vitalité du système éducatif et qui réunit toutes les conditions de stimulation intellectuelle et personnelle pour former les futures élites du pays. Puis enfin, le directeur général de l'ALESCO et la délégation qu'il conduit ont clôturé leur mission officielle à Djibouti par la visite des locaux du CRIPEN. À l'arrivée sur le lieu, accompagné du secrétaire général du MELFOP, la délégation a été chaleureusement accueillie par Mme Roda Mahmoud Issé, directrice générale du CRIPEN, et des hauts responsables du centre. Le directeur général de l'ALESCO et sa suite ont eu droit à une visite guidée qui a commencé par la cellule iconographie qui met à disposition des photos et des textes demandés par les concepteurs des manuels. Le chef de service par intérim du département de recherche documentaire et informatique
a présenté les missions dévolues à cette entité. Par la suite, la délégation s'est rendue à la radio scolaire éducative du CRIPEN, produit et diffuse des programmes radio et télévision diffusés sur les antennes des chaînes nationales. La visite s'est poursuivie dans la direction des services production assistée par ordinateur et dessin assisté par ordinateur, où les visiteurs ont pu observer et apprécier le travail méticuleux et ordonné des techniciens qui mettent en page et donnent du relief et des couleurs aux œuvres pédagogiques. Sur la même lancée, ils ont eu l'occasion de visiter une exposition des supports didactiques et pédagogiques du préscolaire et du secondaire, des supports d'enseignement spécifiques, réfugiés, bilingues et technologiques, l'école privée arabophone, enfants à besoins spéciaux, école des réfugiés, à jeunesse et autres productions du MELFOP. Enfin, la visite s'est clôturée par une réunion de travail avec des hauts responsables du MELFOP et du CRIPEN, durant laquelle la directrice générale du CRIPEN, Mme Roda Mohamed Issa, a présenté une présentation portant sur l'historique du CRIPEN depuis sa création, ainsi que sur les missions et les réalisations majeures du Centre de recherche, d'information et de production de l'éducation nationale. Autre actualité dans cette édition de 22h, c'est aussi le prestigieux dîner de gala organisé par le secrétariat d'État chargé des sports mercredi soir au Camp Pesky, était dédié en l'honneur des anciens sportifs qui ont fièrement présenté et représenté les couleurs nationales au fil des années. Au-delà de cette reconnaissance bien méritée, la soirée a également été le théâtre d'un bilan révélateur de l'année 2023 pour le département, tout en esquivant les perspectives prometteuses qui guideront ses actions en 2024. Un événement ayant élégance et réflexion stratégique mettant en lumière l'engagement continu envers l'excellence sportive et l'avenir dynamique qui attend la communauté sportive. La soirée qui avait rassemblé une pléiade de personnalités éminentes, parmi lesquelles figurait le secrétaire d'État chargé des Sports, Hassan Mohamed Kamil, le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roblé, le ministre du Commerce, Mohamed Warsam Dirié, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité, Mme Hloufa Ismaël Abdo, ainsi que la secrétaire d'État à l'investissement, Mme Safia Mohamed Ali Gadile. La présence marquante des parlementaires et des représentants des corps armés, des présidents des fédérations sportives et des grandes familles sportives a ajouté une touche prestigieuse à l'événement. L'atmosphère de la soirée a été portée à son comble par une succession d'artistes nationaux qui ont animé le micro. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où la cérémonie de lancement officiel des activités de développement communautaire du projet d'amélioration des bidonvilles du développement urbain intégré dans la zone de Djella Boldouk, dans le cadre du programme Zéro Bidonville, s'est tenue hier au siège de l'UNFD sous l'égide du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Cette cérémonie qui a vu la participation du directeur général de la RLOS, Abdelrahman Ali Ahmed, de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, du président de la commune de Boulahaus, Abdelkader Iman Aden, et du sous-préfet du 2e arrondissement, M. Haïbé Hared Yedid, ainsi que des représentants des associations de la société civile. La cérémonie a débuté par la présentation de l'état d'avancement des activités suivies des investissements programmés pour démarrer pour l'année 2024, ainsi que sur les grandes lignes des activités du Fonds de développement communautaire établi dans le cadre de ce projet visant à restructurer le quartier de Djelda Boldouk, avec notamment l'ouverture des voiries, le raccordement des réseaux, ainsi que la construction d'équipements socio-économiques. Eh bien, le sous-préfet du 2e arrondissement et le président de la commune de Boulahaus ont quant à eux affirmé leur disponibilité pleine et entière pour accompagner la mise en œuvre du projet dans les meilleures conditions. Ils ont remercié le directeur général d'Arlos
et la ministre de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat qui ont travaillé durant 2 ans dans ce projet d'amélioration des bidonvilles et du développement urbain intégré dans la ville de Djibouti, qui fait partie d'un projet pilote du programme Zéro Bidonville. Ils ont également souligné l'importance cruciale de ce projet pour la restructuration des quartiers ciblés et l'amélioration des conditions de vie de la population. De son côté, la secrétaire générale de l'UNFD s'est dite engagée pour mener des activités de mobilisation et de sensibilisation afin de renforcer l'inclusion sociale du projet et du programme en général. La secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatou Moussa, a aussi souligné l'importance cruciale de ce projet pour la restructuration des quartiers ciblés et l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce programme s'inscrit également dans la mise en œuvre de la politique du président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, du projet d'amélioration des bidonvilles et du développement urbain intégré de la ville de Djibouti. Enfin, la secrétaire générale de l'UNFD a remercié le directeur général de l'agence Daroulos, les responsables et tous les acteurs intervenant dans le quartier de Djalaboulou. Dans son intervention, le directeur général de la Roulos a souligné l'importance de mise en œuvre des activités d'investissement prévues dans le quartier et la mobilisation de la société civile pour faciliter les opérations de restructuration du quartier. Écoutons l'extrait. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement des travaux de développement communautaire dans le quartier de Djagabolo. Donc, nous avons nous avons signé récemment une convention avec l'UNFD qui va assurer tout ce qui concerne le développement et les activités de développement communautaire du quartier Djagabolo. Et ce matin, c'était le lancement parce que nous allons bientôt entamer les travaux de restructuration de ce quartier qui fait partie du programme des quartiers qui seront à restructurer dans le cadre du programme Zéro Bidonville. Comme vous le savez, c'est un programme qui a maintenant démarré il y a comme 2 ans. Nous avons entamé les premières opérations de viabilisation dans le quartier de Balbala Ancien et nous allons continuer ces travaux dans le quartier de Balbala Nord. Et aujourd'hui, dans la commune de Boulaos, nous avons ciblé le quartier de Djagabolo, qui fait partie également des quartiers qui seront ciblés par le programme Zéro Bidonville. Donc nous avons expliqué aujourd'hui à l'ensemble des membres de la société civile et des communautés des populations du quartier de Djagabolo les opérations à venir, les travaux qui seront principalement composés des travaux de voirie, des travaux d'adduction d'eau potable et les travaux du réseau d'électricité. Et bien entendu, il y aura la construction de quelques équipements nécessaires dans le quartier, notamment un grand marché, un centre de développement communautaire et d'autres équipements qui sont nécessaires. Donc aujourd'hui, sous l'égide de la secrétaire générale de l'UNFD, nous avons convié toutes les populations de ce quartier, tous les habitants de ce quartier pour justement leur sensibiliser au démarrage imminent des travaux et de les rassembler en différentes sociétés, communautés, comités pour justement pouvoir nous appuyer dans les opérations de restauration. Culture à présent, où l'émission Deep Talent, réalisée par la radio-télévision Djibouti en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et Culture, est devenue incontournable sur le petit écran et continue de susciter un vif intérêt, non seulement dans la capitale, mais aussi dans les régions de l'intérieur, et même au sein de la diaspora. Lors de la soirée très attendue d'hier soir, marquant la 9e soirée, la finale de sélection pour la 16e édition, l'ambiance était à son apogée. Comme d'habitude, 8 candidats étaient en lice et le jury, avec la participation active du public, a déterminé les lauréats, à savoir Idriss Ali et Guélé Mahmoud, ont été choisis comme les talents retenus. Ainsi, Idriss Ali et Guélé Mohamed ont été choisis comme les talents retenus, un show télévisé qui s'érige en sanctuaire pour la jeunesse djiboutienne qui souhaite faire valoir son art, que ce soit par la voix mélodieuse de ces jeunes venus de 4 coins pour faire preuve de leur talent et potentiel en matière de la musique. Deep Talent s'inspire de manière constante et interpelle son public, en particulier les jeunes qui suivent cette émission en direct, tant dans le pays que dans le monde entier. Ya
washada qurxoon dalxiis baa loo yimaadaa washada qurxoon ruus baan ugu dhignaa dalalkan deriska nahay waanu sii daabacnaa kii dalkale ka yimid waxiiga doorsho dayaca waanu diidanay ammaanadaale dunida waan ugu faanayaa caylbay haleelo alistooy taabto jacaylbay haleelo alistooy taabto Après vérification du processus et du résultat final qui se sont déroulés dans de bonnes conditions, voici les deux gagnants de la 9e soirée du 16e des finales du concours Djibouti Talent. Le premier gagnant est M. Guélé Mohamed Otsier. Avec une note de 17,04 sur 20. L'autre gagnant est M. Idriss Ali Idriss. Avec une note de 16,19 sur 20. Après les résultats de la soirée exceptionnelle de Djibouti Talent, la scène musicale a été marquée par des prestations véritablement époustouflantes. Les vainqueurs de la 6e édition, Idriss Ali et Guélé Mohamed, ont captivé le public avec des performances mémorables qui ont souligné leur talent exceptionnel. Rappelons que toutes les équipes de la radio-télévision de Djibouti, les producteurs, les animateurs, les techniciens étaient mobilisés pour la réussite de l'émission phare Djibouti Talent qui se tient chaque jeudi soir. Direction la région de Arta, où la seconde étape de la caravane du numérique spécial région s'est clôturée avec succès à Arta, et en présence du préfet adjoint d'Arta, M. Mohamed Fouzi, du président du conseil régional d'Arta, El Mibouh, du directeur général de l'enseignement, Omen Fob, Abdidrel, du directeur général du STID, et initiateur de la caravane du numérique, Samatel Abdi, des proviseurs, des principaux et autres responsables des administrations locales. Seconde cap de cette tournée digitale, la caravane du numérique a permis de mettre en œuvre le programme Code for Youth, qui a rassemblé à Arta plus de 35 jeunes passionnés de la technologie. Ces participants, répartis en 3 groupes dynamiques de 14, 7 et 14, proviennent respectivement du lycée d'Arta, du collège d'Arta et du collège bilingue Hassan Goulet. Il a noté une diversité des niveaux scolaires avec 24 collégiens et 11 lycéens, mais surtout une prédominance du genre féminin avec 21 filles et 14 garçons. Ainsi, la caravane du numérique spécial Arta a permis d'atteindre son objectif de transporter les adolescents et les jeunes des régions dans le monde passionnant du STEAM, à savoir les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et la robotique, pour mieux les préparer aux métiers du futur. Rappelons que ces programmes éducatifs axés sur les compétences numériques a été initié et mis en place par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le STID, avec le soutien du ministère délégué à l'économie numérique et l'innovation à travers le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, le CLé, le MENFOP, le PNUD et le ministère de la Communication. Le directeur général de l'enseignement au MENFOP, M. Abdirir, a précisé que la technologie est le moteur du progrès et cette caravane du numérique va jouer un rôle clé dans l'automatisation de la jeunesse. Semaine, les élèves du collège, des 2 collèges
et du lycée ont travaillé sur la robotique. Je crois que les enfants ont démontré un peu leurs compétences au numérique et je crois que ça sert vraiment l'amorce pour ce que nos élèves qui sont dans les établissements puissent devenir des véritables élèves qui maîtrisent le numérique. Et la preuve, on a vu tout au long de cette semaine la capacité et les compétences de nos élèves. Et je dirais bravo et bon courage pour le reste. Merci. Rappelons que ce programme éducatif axé sur les compétences numériques a été initié et mis en place par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, le STID, avec le soutien du ministère délégué à l'économie numérique et l'innovation à travers le Centre de leadership et d'entrepreneuriat, sous son acronyme CLé, le MENFOP, le PNUD et le ministère de la Communication. Écoutons le directeur du STID. Au terme de la semaine de la caravane du numérique, session spéciale dédiée à Arta. Nous avons été ravis de voir toute la semaine des jeunes filles et des jeunes garçons très engagés, issus de lycées et de 2 collèges ici à Arta. Et je note la présence massive des femmes, des filles, plus que les garçons. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de filles que de jeunes garçons. Et ce qui est intéressant de noter, c'est l'engouement, l'engagement et la détermination que les jeunes ont vis-à-vis du numérique, qui, comme vous le savez, ce sont les métiers du futur. Et il était important pour nous, déjà dans nos missions au CTID, de mettre l'accent sur la préparation des jeunes à travers le programme Code for Youth, à travers cette initiative inédite qui est la caravane du numérique, supportée et appuyée par le ministère de l'économie numérique et de l'innovation, à travers le CLé, mais également le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le PNUD, le ministère aussi de la communication qui, à travers ces différents relais dont la RTD et la Nation participent, à vulgariser, si vous voulez, les STEAM, les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, qui sont vraiment la solution idoine pour la jeunesse de Djibouti, qu'elle puisse être des acteurs et non pas des simples consommateurs du numérique, mais qu'ils soient aux avant-gardes de cette transformation numérique, parce qu'on le dit souvent, on ne peut pas imaginer une smart nation sans smart citizen. Donc les smart citizens que vous êtes, garçons et filles, c'est important de pouvoir réfléchir de manière précoce aux solutions portées par le numérique pour être des acteurs à part entière de votre environnement. Vous êtes à Arta, l'idée c'est de vous former et faire en sorte que vous deveniez des actrices et des acteurs ici même à Arta qui puissent appuyer la communauté territoriale et la préfecture, Inch'Allah, et pourquoi pas pour le pays. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, c'est juste une manière de vous initier, de vous mettre en immersion dans ce numérique. Mais Inch'Allah, nous allons revenir avec la suite. Ce n'est que le début. Ce n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est de vous stimuler. Et j'espère qu'on aura les fruits très, très, très rapidement. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier vraiment le ministère de l'économie numérique et de l'innovation, le ministère de l'Éducation nationale, à travers la présence du directeur général de l'enseignement, nos différents partenaires tels que le PNUD, toute l'équipe qui se sont mobilisés. C'est une caravane, vous savez, c'est en termes de logistique, c'est très très lourd. Et nous sommes à notre 2e étape. Inch'Allah, dès la semaine prochaine, nous allons attaquer la région de Tadjoura. Notre équipe sur place a pu recueillir les réactions des jeunes participants de cette caravane du numérique et spéciale région. Écoutons-les. Mustafa Ahmed, je suis en classe des secondes, j'ai seconde 1, j'ai 15 ans. Après ces 4 jours, on a appris beaucoup de choses sur la technologie et aussi sur le programme Java. D'abord, Java, c'est quoi? Java, c'est un logiciel, c'est un programme qui permet de développer les logiciels et les applications. Aussi, on a appris la structure du projet de Java. On a créé un projet de classe et de package. On a vu aussi comment fonctionne un robot, comment faire fonctionner un robot. Mais également, je suis reconnaissante à mon prof, M. Emmanuel, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Maintenant, je me sens comme une vraie, parfaite programmeuse. Après ces 5 jours où j'ai visité dans la
caravane numérique. Si je dis un seul mot sur les caravanes numériques, c'est une bonne chose pour les jeunes. Direction le nord du pays où l'équipe mobile de la brigade de la douane de la région Tadjoura, présidée par Ismaël Al-Chidé, ont saisi une importante quantité de cadres de contrebande avec la collaboration de la gendarmerie de la région de Tadjoura. Les trafiquants de cadres ont préféré abandonner leurs marchandises et ont pris la fuite. Les moyens de transport des contrebandiers a été saisi. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les équipes qualifiées sont dans la dernière ligne droite de leur préparation. La FIFA a imposé une date limite de janvier pour que les clubs libèrent leurs joueurs internationaux, offrant ainsi aux équipes 11 jours cruciaux pour se préparer. Cette période de préparation est d'une importance capitale pour les staffs techniques et les joueurs, sachant que la compétition promet d'être intense. Certains pays tels que la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Mali et l'Afrique du Sud ont choisi de s'entraîner sur leur territoire national. D'autres, comme l'Algérie, ont opté pour des destinations étrangères telles que le Togo, offrant un climat similaire et celui de la Côte d'Ivoire. Certains pays ont pris la décision de s'expatrier encore plus loin pour bénéficier d'installations sportives de premier ordre et disputer des matchs amicaux contre des équipes compétitives. Ainsi, l'Arabie Saoudite accueille des équipes comme la Zambie et le Cameroun, tandis que les Émirats arabes unis sont les lieux d'entraînement pour la Guinée, le Nigeria, le Burkina Faso, l'Angola et la République démocratique du Congo. Pour recueillir les réactions des supporters du football, la télévision de Djibouti s'est rendue au centre de formation de football de la garde républicaine. Les fans ont partagé leur opinion. Il n'est pas impossible pour un lion. Le Cameroun, c'est une équipe qui aime se retrouver en difficulté. Et lorsqu'ils sont en difficulté, ils sont très très dangereux. Vous avez vu, selon la dernière édition qui s'est passée, où le Cameroun a été mené 3-0 par la petite finale qui s'est disputée entre le Cameroun et le Burkina Faso, où ils étaient menés 3-0. Mais à moins de 5 minutes, le Cameroun a pu égaliser les 3 buts et gagner au tir au but. Donc, je souhaite toute la chance aux Lions indomptables, aussi à mon cousin qui se trouve dans cette équipe, au nom de Zambouanguissa. Je souhaiterais que le Seigneur lui donne beaucoup de force, beaucoup d'intelligence et beaucoup de réussite dans son jeu et que le Cameroun puisse remporter cette Coupe d'Afrique. Vive l'Afrique, vive cette édition et vive le football africain. Eh bien, comme je vous le disais, pour la deuxième fois de l'histoire de la compétition, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Le pays a consenti à des gros investissements pour être à la hauteur de l'événement et en faire la plus grande CAN de l'histoire. L'accent a particulièrement été mis sur les 6 stades qui accueilleront la compétition. 4 sont sortis de terre pour l'occasion, flambant neuf, le stade olympique Alassane Ouattara et ses 57 000 places assises accueillera notamment le match d'ouverture et la finale et fera figure de nouvelles vitrines du football ivoirien. Le stade Charles Konan de Yamoussoukro, Amadou Gon Koulibaly de Korgo et Laurent Pokou de San Pedro, tous d'une capacité de 20 000 places assises, ont aussi été construites spécialement pour l'événement. À Abidjan et Bouaké, le stade Félix Houphouët-Boigny et le stade de la Paix ont quant à eux été rénovés pour accueillir la compétition. Régional présent, la capitale somalienne, Mogadiscio, s'est enflammée aujourd'hui alors que des milliers de citoyens ont exprimé leur indignation face à l'accord controversé signé à Addis Abeba en début d'année, cédant 20 km de la précieuse mer de Somalie. Cette colère populaire a rassemblé une multitude de voix, des travailleurs aux étudiants, des civils aux forces armées. Le ministre de l'Intérieur, Ahmed Maalim Fakhri, a tenu une discussion cruciale avec les représentants gouvernementaux pour calmer les esprits en ébullition. Dans le même temps, le ministre d'État de la Sécurité, M. Mohamed Ali Haga, a pris la parole pour réaffirmer la position du gouvernement face à la controverse. Les jeunes manifestants ont partagé leurs sentiments avec le commandant du département de la police générale de la région de Benadir, soulignant l'importance de la mer de Somalie dans l'identité nationale somalienne depuis la signature de l'accord entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed
et le président de la République autoproclamée du Somaliland, Moussa Bihi. Une vague d'émotions a balayé la Somalie, déclenchant des manifestations à travers le pays. Le monde observe attentivement le soutien international à l'intégrité territoriale somalienne, considérée comme inviolable. La situation reste sous haute tension et les prochains développements seront scrutés avec une attention particulière. Et dans l'actualité internationale, le Maroc a remporté un vote pour diriger le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à l'issue d'une épreuve de force avec l'Afrique du Sud. L'ambassadeur Omar Zniber est désormais président du Conseil des droits de l'homme, chargé de renforcer la promotion et la protection de ces droits dans le monde. Au terme d'une rare scrutin à bulletin secret, Zniber a obtenu 30 voix des 47 membres du Conseil contre 17 pour l'autre prétendant, et à ce poste, l'ambassadeur sud-africain Nkosi. Le Maroc a dénoncé les tentatives de l'Afrique du Sud et de quelques autres États africains de saper ses efforts pour occuper ce poste prestigieux, même s'il est essentiellement symbolique. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.